Donc, le dernier orateur, donc Rémi Coulon, qui est praticien hospitalier au CHU de Nîmes et qui va venir présenter, parce qu'il le faut bien, l'outil ultime du chirurgien orthopédiste, qui sera certainement le robot pour la hanche et pour le genou pour le moment. Merci Rémi. Merci Marc-Olivier, merci Monsieur Tracol de votre invitation. C'est un honneur de venir vous présenter ce sujet qui me tient à cœur et qui tient à cœur à toute mon équipe. L'année dernière, février 2020, vous aviez mon patron qui était venu présenter justement la chirurgie robotique de la hanche. Alors, je ne voulais pas faire de redondance et partir sur d'autres choses et notamment sur toute la partie expérience que l'on a sur cette chirurgie et essayer de faire avancer pour répondre à cette question. Est-ce que c'est clairement notre outil ultime ou pas? Alors, vous le savez, prothèse de hanche et prothèse de genou, c'est des prothèses globalement qui vont bien à long terme. Peut-être un peu moins pour la prothèse unicompartimentale, mais quand même, le Lancet avait parlé de la prothèse totale de la hanche comme l'opération du siècle dernier. Ça fonctionne bien. Les taux de satisfaction sont bons. Vous les voyez pour la PTH, pour la PTG, pour la PUC. On est à 80% minimum pour le genou et plus pour la hanche et l'unicompartimentale. On sait que ces indications vont augmenter l'incidence projetée sur certains modèles pour 2050. C'est plus 140% pour la prothèse totale de genou sur les USA Australie, jusqu'à 200 pour la PTH en Australie. Et sur les modèles français qui ont été peut-être un peu mieux faits, c'est plus raisonnable, mais on a quand même une augmentation non négligeable. On le sait, en lien avec vieillissement, prévalence de l'arthrose et de l'obésité, et l'offre de soins aussi. Alors pourquoi s'intéresser au dispositif de chirurgie assistée par ordinateur en lien avec ces prothèses? Eh bien parce que on a des patients malgré tout, et Nicolas en a parlé, qui ne sont pas contents, qui ont un mauvais résultat fonctionnel, et cette insatisfaction est quand même en orthopédie souvent reliée avec de la malposition. On estime sur la prothèse de la hanche la malposition jusqu'à 30-40% des causes de reprise. Si on analyse pour les prothèses totales de genoux, vous voyez 25% de malposition sur les PTG, mais si on prend les décèlements aseptiques et les instabilités, c'est probablement plus, et c'est à peu près le même raisonnement pour les prothèses unicompartimentaires. Alors, robotique ou chaos, quelles sont les solutions que l'on a? Je pense que vous en avez largement parlé. Les instrumentations spécifiques, la navigation, la réalité virtuelle et peut-être la toute dernière, la robotique. Toute dernière, pas sûr, parce qu'il y a plus d'une vingtaine d'années, vous voyez le jour sur le marché en orthopédie, le système Robodoc, qui était un système robotique automatique, qui a été fort d'innovation, certes à l'époque, mais fort de complications aussi. Certes, il était plus précis. Les résultats à court terme, ouais, semblaient mieux, mais par contre, un taux de complications majeur, avec des luxations, avec des révisions, un taux de conversion péropératoire d'une chirurgie robotisée en chirurgie conventionnelle et des durées opératoires jusqu'à 2 heures supplémentaires par rapport à une chirurgie classique. Il y a une association de patients pas très contents qui s'est montée, recours collectif, la société ACC, elle a été rachetée depuis, et ils projettent un nouveau robot basé sur ce savoir-là, affaire à suivre. Alors, en deuxième génération, sur des systèmes robotiques plus récents, qu'est-ce qu'il y a? Il y a essentiellement des systèmes robotiques semi-actifs, robotiques, oui, mais pas forcément robotiques. Des fois, on est plus près de la navigation qu'autre chose. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous le voyez, 4 systèmes, tous américains. Est-ce que c'est l'avènement en orthopédie, la robotique? Non. Parce que la chirurgie assistée en orthopédie, elle va concerner aujourd'hui que 5% des chirurgiens à peu près sur une étude récente. Notre expérience, on a basculé en robotique en décembre 2018 et on est à ce jour à 1000 procédures. Vous voyez, environ 467 hanches, 500 genoux en total et 57 en uni. On a eu l'occasion à plusieurs reprises de présenter nos résultats et certains sont en cours de publication comme ce travail. Et je vais vous montrer ce qu'on a appris avec la chirurgie robotique, avec notre expérience. Pour la hanche, on se rend compte que ce qui va primer, c'est la précision. C'est-à-dire que quand on analyse le delta qu'il va y avoir entre
la planification et la réalisation via des mesures radiographiques, eh bien, on est plus précis. On est plus précis surtout sur la partie robotique. J'y reviendrai après. Tout n'est pas robotisé sur une prothèse de hanche, en tout cas pas avec l'outil qu'on utilise. Et si vous le voyez, le graphique qui est en bas correspond aux cibles visées pour les inclinaisons et antéversions acétabulaires, et on est plus reproductible et plus précis de la zone visée, même si ce n'est pas parfait, puisque les carrés sont nos safe zones, c'est-à-dire les zones de sécurité, et on voit que malgré tout, on a des gens qui sont en dehors de la safe zone. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre? On a appris que notre positionnement des implants était bon, mais on savait que le positionnement des implants, notamment sur les hanches, pouvait changer en fonction des voies d'abord, en fonction de la grosseur des patients, en fonction de notre courbe d'apprentissage. Alors, on a analysé sur cette même série l'influence entre les 100 derniers patients en méthode conventionnelle et les 100 premiers en robotique. Et il n'y avait pas d'influence de la voie d'abord, alors qu'elle existait pour le groupe conventionnel. Il n'y avait pas d'influence dans le groupe robot pour l'IMC, alors qu'on en avait pour le groupe conventionnel, notamment dans le positionnement de la cupule. Et il n'y avait pas de courbe d'apprentissage. Attention, je fais un arrêt. Il n'y avait pas de courbe d'apprentissage sur le positionnement radiologique des implants. En réalité, je vous dirai après que ce n'est pas si simple que ça. Et évidemment, si on comparait le positionnement des implants robotisés selon les différentes étapes de notre expérience par rapport au conventionnel, eh bien, le robot, on était toujours un peu plus précis. Donc, reproductibilité, clairement oui. Qu'est-ce qu'on a appris sur le service rendu aux patients, sur le bénéfice clinique? Alors, on avait moins de sepsis. Vous direz, ça n'a aucun rapport. En effet, c'était un biais dans l'appariement de notre étude. Il y avait moins de complications, mais pareil, je n'y reviendrai pas. En contrepartie, quelque chose de très intéressant, on s'est mis à robotiser, notamment pour une problématique de luxation, et vous pouvez voir qu'il y avait 3 luxations sur 100 patients robotisés versus aucun en conventionnel. Comme quoi, ce n'est pas parfait. Il y avait moins de douleur au premier jour, il y avait moins de recours à une PCA, morphine, et les pertes sanguines étaient plus faibles dans le groupe robotique. Alors, pour nous, la douleur et la morphine, et l'utilisation de morphine, clairement, elles étaient liées au développement d'un protocole de RAC qui s'est fait progressivement au cours des années. Clairement, ce n'est pas le robot. Les pertes sanguines, peut-être que l'usage d'une seule fraise pour fraiser un cotyle et de réaliser plus facilement des voies mini-invasives avec cet outil-là, peut-être que ça peut expliquer les saignements. À mon avis, ce n'est pas la seule chose. Ça peut être aussi le protocole de RAC. La durée opératoire, ça c'est intéressant. On ne retrouvait pas de différence dans la durée entrée-sortie de salle. Par contre, on trouvait une durée opératoire augmentée pour la partie robotique, en moyenne de 7 minutes. La DMS était réduite, mais c'était la RAC. Et vous le voyez, la proportion de patients en RAC était plus importante dans le groupe robotique, propre à l'évolution de nos pratiques. Plus intéressant, les scores fonctionnels, même si on n'a pas fait le travail de Nicolas Reyna, mais sur des questionnaires à 3 mois et 1 an, les scores fonctionnels classiques, conventionnels autour de la chirurgie de la hanche, Oxford, Harris, pas de différence. Il n'y a que ce fameux questionnaire dont parlait Nicolas, c'est est-ce que vous avez oublié votre articulation, où à 3 mois et à 12 mois, les scores étaient légèrement supérieurs, c'était significatif, pour le groupe robotique. Par rapport à la littérature, on n'a pas apporté grand-chose. On sait que la littérature retrouve la même chose, on est plus précis, on est plus reproductible. A priori, ça saigne moins, ça fait moins mal. Eux, ils sont formels, c'est le robot, pas nous. Les scores fonctionnels, on n'est pas tout à fait d'accord. Beaucoup d'auteurs disent que les scores fonctionnels ont largement été améliorés par la robotique. Il y a des conflits d'intérêts. Les complications, je vais y revenir. Dans la littérature, il n'y a pas de complications. Chez nous, ce n'est pas si simple et des nouvelles problématiques sont apparues justement avec cette courbe d'apprentissage du robot. Là où on n'est pas d'accord avec la littérature aussi, c'est la longueur intra-articulaire. On s'était dit, la problématique principale de nos prothèses de hanche, c'est les gens qui sortent avec une jambe plus longue que l'autre. On sait qu'aux États-Unis, c'est médico-légal, une inégalité au-delà de 1 cm. Eh bien, on a peut-être moins de gens qui sont dits outliers, qui sont en dehors de la zone visée, mais on en a quand même, et ce, malgré l'usage de la robotique.
Alors, la courbe d'apprentissage à la planification de 3D, ça, c'est clairement la grosse différence. Avant d'utiliser le robot, on utilisait les calques en 2 dimensions. Donc, on a eu tout un apprentissage sur lequel je reviendrai tout à l'heure, mais qui clairement peut expliquer pourquoi on n'est pas forcément d'accord avec la littérature sur ce sujet. Et ensuite, il y avait 2 types de procédures qu'offrait la robotique. Une procédure dite express, rapide, qui en début d'apprentissage nous semblait légitime, de commencer par quelque chose de plus rapide, et une procédure plus complète que nous utilisons maintenant et qui peut-être fera changer aussi nos résultats. Pour le genou, c'est globalement similaire. Le genou, quand on analyse le positionnement, quand on analyse l'alignement, eh bien, l'erreur entre la planification et la mesure de ce que l'on a fait est moins importante avec une chirurgie robotisée que conventionnelle. On est allé plus loin, on sait que la laxité d'un genou prothésé peut être une cause d'insatisfaction et on a des laxités résiduelles qui sont tout à fait basses avec ces nouveaux systèmes de pose. Maintenant, on a fait une nouvelle technique, on va dire sans laxité, et notre technique conventionnelle comparée, aucun résultat significatif sur les scores fonctionnels. Donc la satisfaction du chirurgien peut-être, pas forcément un rendu patient. Pour les prothèses de genoux, encore une fois, perte sanguine moindre, score fonctionnel significativement meilleur, et ça par contre on l'avait ressenti à notre consultation, dès 3 mois, le groupe robotique était meilleur. La perte sanguine, ça avait été déjà cité pour les gens qui naviguent, le fait de ne plus passer dans la médulaire pour mettre des guides de coupe, forcément ça saigne moins et ça peut clairement expliquer les résultats. Les scores fonctionnels, peut-être que l'usage d'un robot qui va limiter le passage de la lame de scie dans les parties molles va peut-être moins générer de lésions, mais ce n'était pas notre hypothèse et je vais y revenir. Les résultats, que ce soit pour, c'est pas PTH, c'est PTG versus la littérature, ils sont comparables là aussi. On est plus précis, on est plus reproductible, ça saignerait moins, ça ferait moins mal. Et par contre, on est à peu près tous d'accord pour dire que les patients iraient mieux. L'exception, c'est que dans la littérature, ils sont allés plus loin que nous, notamment avec le fait que les scores fonctionnels progressent au-delà des périodes courtes, jusqu'à 1 an. La courbe d'apprentissage, nous ne sommes pas d'accord avec la littérature qui rapporte une courbe d'apprentissage environ à 7K. Et les différences de techniques d'alignement, ça c'est plus intéressant. Avant, quand on mettait une prothèse conventionnelle, en tout cas dans nos mains, on visait un angle HKA, centre de hanche, centre de genou, centre de cheville, axé 180 degrés. La robotique nous a appris à laisser un petit peu de déformation maîtrisée. Et c'est peut-être le fait de laisser un peu de déformation de façon maîtrisée, sans toucher les ligaments collatéraux, qui peut expliquer les résultats sur les scores fonctionnels et pas forcément l'usage du robot isolé. Ce serait plutôt la différence de philosophie sur l'alignement. Pour finir sur les genoux, la PUC, on n'a pas fait de travail dessus, mais c'est peut-être là où la robotique a montré le plus d'évidence et le plus de consensus entre les différents auteurs qui ont utilisé différents systèmes robotiques, à la fois sur la durée d'hospitalisation, sur les douleurs à court terme et sur l'amélioration des scores fonctionnels. Et certains auteurs ont commencé à parler de moindre réduction, de moindre révision avec les PUC robotisés. Alors, quelles sont les problématiques qu'on a découvertes? Et notamment pour la hanche, c'est qu'on créait des nouveaux problèmes. On avait des événements qui étaient propres à la robotique, plus de 17%. On met des checkpoints sur l'os pour savoir en temps réel si nos capteurs ont bougé. 24 avaient bougé. On a fait des erreurs de planification de cupules non négligeables et on les a fait beaucoup en début d'apprentissage parce qu'on ne savait pas planifier en 3 dimensions. Il y a des traceurs qui ont bougé. On a oublié ces fameux repères métalliques dans l'os. Ce sont des nouvelles problématiques. Et si on analyse nos complications, par chance, ces complications ne sont pas forcément reliées avec ces événements, on va dire, propres à la robotique. Et par contre, ces événements propres à la robotique, ils restent quand même pour la plupart des erreurs humaines qui diminuent avec l'effet apprentissage. Mais attention, là, on est sur une série à 272 cas qui n'est pas les 7 cas que rapporte la littérature. C'est pour nous bien plus long que ça.
Pour la prothèse de genou, en fait, on s'est rendu compte que l'ingénieur qui était avec nous pour utiliser cette robotique, eh ben, il croit comprendre, mais il ne comprend pas trop. Et le chirurgien est avant tout là, et le robot, ce n'est pas lui qui fait la chirurgie, c'est juste un ancillaire. C'est un ancillaire qui est plus précis, qui va guider les coupes, mais sur lequel on peut agir à tout moment et sur lequel on peut faire différentes philosophies. Je parlais tout à l'heure d'alignement qu'on utilisait avant, mais peut-être de façon plus précise. Alors les limites de tous ces systèmes. Il y a à ce jour une robotisation partielle, c'est-à-dire que quand je fais une prothèse de hanche, n'est robotisée que la cupule, 50% de la procédure. Quand on fait une prothèse de genou, on robotise le tibia, on robotise le fémur, pas la rotule, et on ne robotise pas certains positionnements, notamment rotatoires, du tibia. Et c'est intéressant parce que si on analyse la concordance que l'on va avoir entre la planification de la taille de notre implant à la cupule, par exemple, par rapport au tibia, comparé de la robotique en fait à de la navigation, eh bien, on se rend compte que la robotique est largement supérieure, 95% ça concorde, par rapport à la tige ou par rapport à l'offset de tête fémorale. La robotique reste meilleure. C'est vrai aussi sur le résultat, il y a moins d'erreurs sur les longueurs, il y a moins d'erreurs sur le positionnement de la cupule que sur la longueur ou l'offset, c'est-à-dire la robotique là aussi est meilleure que la navigation, et c'est peut-être en robotisant la totalité de la procédure qu'on pourra aussi être meilleur. Alors, les limites, bien évidemment, et je pense qu'on en a largement parlé, le coût. Le surcoût est évident. Quel est le rapport qualité-prix au long cours? Est-ce que au long cours, on va pouvoir, via la diminution de la révision de ces implants, via peut-être l'amélioration des scores fonctionnels, dire que ce surcoût est justifié? Aujourd'hui, on est incapable de le dire. Il y a des modèles qui tentent de le défendre. Vous voyez une étude qui est anglaise sur un registre anglais et qui a analysé le rapport coût-efficacité différentiel, donc 14 000 $ par révision évitée. Ils ont fait un modèle basé sur des établissements qui font plus de 100 prothèses unicompartimentaires par an, sur lequel ils disent que, en gros, une prothèse robotique coûte moins cher parce qu'elle est moins révisée. Et de la même façon, sur une équipe américaine, alors ils rapportaient avec une prothèse unicompartimentaire moins de durée de séjour, moins de réhospitalisation, et ça c'est vrai que ça a un coût, et surtout une réduction totale des coûts, vous voyez, d'environ 4 000 $ en faveur de la chirurgie robotique quand on analyse l'ensemble des coûts sur 90 jours. Donc c'est intéressant, mais ça reste léger, et je pense qu'il faut que ce soit plus robuste à l'avenir pour le confirmer. La problématique des marchés captifs. Ces robots sont vendus par des industriels, vous l'avez compris, des grands industriels internationaux qui nous vendent évidemment la robotique, mais les implants associés. La gamme d'implants est limitée et on n'a pas forcément le libre choix de ces implants. D'autres problématiques nouvelles dont on a parlé justement avec l'équipe, le bureau Chaos, l'irradiation, vous en avez parlé tout à l'heure, la pédagogie. Comment je fais pour apprendre à un de mes internes comment mettre une prothèse classiquement, et c'est pas sûr qu'il puisse savoir quand il va s'installer un robot. Comment on met une prothèse sur de la révision où la robotique à ce jour n'a pas été développée. Et puis l'ergonomie, je ne sais pas si on a le son. Voilà, c'est bon. Vous avez compris le bruit que ça fait. Je vous traduis la force de résistance et les vibrations que l'on va avoir sur la lame de scie ou sur le fraisage. On a découvert de nouvelles choses. On n'a jamais tapé aussi fort sur un implant acétabulaire que depuis qu'on fait du robot. Et je crois qu'on va tous avoir des canaux carpiens avec la lame de scie des prothèses des robots prothèses de genoux. Ah, je n'arrive plus à passer sur la suite. Oh, excusez-moi. Alors, en conclusion, est-ce que le robot est l'outil ultime? Il ne faut pas, bien sûr, tout jeter. C'est un outil excellent et dans sa capacité qu'il a à réaliser une planification avec précision, avec reproductibilité et avec sécurité. Le service rendu au patient.
À ce jour, on ne peut pas dire qu'il soit homogène pour la hanche comme pour le genou. A priori, ce serait supérieur pour le genou. Des études à long cours sont clairement nécessaires. La courbe d'apprentissage est plus longue que ce que veut bien le dire la littérature. Il faut apprendre, certes, à se servir de cette robotique, mais il faut aussi apprendre à planifier et à arriver à cette adéquation entre la planification et sa réalisation. Et quid d'ailleurs de la part d'apprentissage qui nous apprend, c'est l'industriel. L'outil est perfectible. Aujourd'hui, vous l'avez compris, la robotisation est partielle pour certaines indications chirurgicales. Demeurent les problématiques de coût, de marché captif et de formation qui en sont les limites, qui montrent un peu le pouvoir des laboratoires et peut-être le rôle de nos sociétés pour essayer de mettre des garde-fous et des guidelines par rapport à tout ça. Et tout à l'heure, on parlait de planification personnalisée. Je pense que c'est essentiel. Aujourd'hui, on a les moyens de faire globalement, de réaliser la planification. Sauf que se pose la question de quelle est la bonne planification pour chaque patient. Et la planification personnalisée, on s'en rapproche un peu, mais ce sera l'avenir, peut-être avec l'usage des mégadonnées, de l'intelligence artificielle, pour optimiser nos plannings à des systèmes complexes. Je pense notamment à la colonne vertébrale pour la hanche, où à ce jour, la seule intuition que l'on a, c'est l'analyse de la pente sacrée, c'est très léger. Voilà, je vous remercie. Merci Rémi, un exposé très clair et qui met bien en perspective aussi les limites, c'est appréciable, de la technologie que tout le monde aujourd'hui porte au nu, surtout quand il s'agit de marketing, de la vendre. Des questions? Oui. Merci. Est-ce qu'on a une idée, on doit avoir une idée absolument précise, non, du nombre de robots et du nombre d'actes faits mondialement? Oui, à peu près, non? Malheureusement, il y a de plus en plus d'informations à ce sujet. Et elles sont d'ailleurs souvent revendues, colportées par l'industriel. On sait globalement qu'en temps réel, le nombre de robots vendus en France, pareil en Europe. Je ne pourrais pas vous dire le nombre, ni le pourcentage, à peu près le pourcentage de chirurgie, vous voyez, oui, ça reste minime. Non, mais on se parle, il y a 100 robots, il y en a moins. C'est largement plus que ça. Il y en a plus que 100. On doit avoir une centaine de robots de cette marque, la même marque que nous avons, en Europe. Il y en a entre 20 et 30 sur le UK, et à peu près pareil dans certains pays. Je ne veux pas dire de bêtises après, mais je pense notamment à l'Italie. C'est paradoxal, des pays qui ont a priori pas trop de moyens, et pourtant. Oui, bravo pour ta présentation. Il y a quelques jours, j'ai discuté avec ton patron, justement, et tu nous as montré qu'il y avait quand même des inégalités de longueur persistantes. Et ça va poser des problèmes un jour en disant, est-ce qu'on va reprocher au chirurgien d'avoir suivi le robot et finalement le robot l'a amené à l'erreur, ou à contrariori, il va avoir une erreur et on va dire au chirurgien, vous n'avez pas suivi le robot et donc vous allez être responsable de l'égalité de longueur. Si dans les deux cas, à quel moment tu vas te dire, j'arrête parce que là il y a une erreur. Et parce que tu prends la responsabilité, toi, tu as un compte rendu opératoire avec un robot qui te dit qu'il faut couper là, qu'il faut mettre un implant comme ça, et tu te retrouves à la fin avec une inégalité de longueur. Et on peut te dire, alors, tu vois, c'est un vrai problème ça, et qui va se poser de plus en plus dans les années à venir. C'est une vraie remarque et se pose la question de la responsabilité. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'en plus, à aucun moment incriminer la société qui nous a vendu le robot. Donc, bien sûr que c'est le chirurgien et à tout moment, on a la main dessus. Et je parlais de la courbe d'apprentissage. Vérifier en temps réel que les traceurs sont au bon endroit, que le système ne sait pas. Le système, c'est un ordinateur, il voit des 1 et des 0. Si à un moment, il se trompe, c'est parce qu'il y a un problème d'enregistrement. C'est parce que... Alors, on a un certain nombre, une checklist, entre guillemets, de choses à faire pour être certain qu'il n'y ait pas de problématique. Mais à certains moments, on est obligé de se sortir de ça. Et je le dis encore une fois, il y a une courbe d'apprentissage qu'on avait négligée au départ et qu'on subit moins par rapport à ces problématiques. Peut-être qu'à 400-500 prothèses de hanche actuellement, on est plus performant sur les longueurs. Il faudra le vérifier. Mais en tout cas, c'est bien plus que ce que vend l'industriel.
C'est le oui. Actuellement, c'est le. Oui, je veux dire, pour la responsabilité, il y a celle des véhicules autonomes qui va se poser de la même manière, puisqu'il y a le robot le robot de la machine. Et il y a actuellement ce débat aussi autour du 737 MAX et de la responsabilité des pilotes dans certaines configurations où ces accidents se sont produits. Donc, c'est le concept de situation tunnelisante. On est dans les mêmes voilà. questions. C'est le concept qui est de plus en plus évoqué en chirurgie, la situation tunnelisante dans laquelle le chirurgien s'enferme dans un couloir et le couloir, il est ouvert par le robot, par la navigation, où finalement il regarde le robot, il regarde son écran, il ne regarde plus le patient, il ne regarde plus ce qu'il y a autour. Et ça, je crois que c'est un sujet qu'il faudra évoquer tous ensemble. Les urologues ont beaucoup travaillé là-dessus, sur les situations tunnelisantes. Juste un aspect aussi très important, c'est les ergonomies, parce qu'en opératoire, et moi je le vois pour utiliser la réalité mixte, on se retrouve finalement dans cette espèce d'effet tunnel avec une masse d'informations gigantesques à gérer, en plus des problèmes déjà existants qui sont la gestion de l'infirmière, l'ouverture des boîtes de matériel, l'asepsie, comme ça, quand même, de ce qui est autour du patient, et puis des choses qui peuvent échapper. Donc tout ce travail d'ergonomie où on essaie de créer un tunnel de concentration, et puis au milieu, on vient nous mettre encore des images d'autres choses. Je pense que c'est un vrai travail à mener en compagnie des industriels qui produisent aussi ces dispositifs. Oui, Jérôme, avant. Pourquoi pour les PTG, vous n'avez pas utilisé le robot pour le positionnement de la pièce tibiale dans le plan axial, qui est un des problèmes principaux des PTG? Parce que le système, via le logiciel, via le software, ne le permet tout simplement pas. Il l'a prévu, par exemple, sur la prothèse unique-compartimentaire, de faire les plots avec une fraise de façon à positionner, en plus de la résection, l'implant en bonne position. Là, il aurait très bien pu faire, on a une prothèse à ailette, deux coups de scie dans l'axe pour avoir le positionnement rotatoire. Ça n'a pas été prévu. Et la grosse difficulté que l'on a, c'est que comme ce sont des industriels américains, on n'a pas d'influence sur ces gens-là. Alors on peut avoir la meilleure idée du monde. Et donc la solution que l'on trouve, c'est de naviguer en temps réel lors du positionnement de l'embase, avant la préparation justement de ces ailettes, naviguer le positionnement rotatoire, mais on est moins précis en naviguant qu'en robotisant, on le sait très bien. Merci à tous, c'est une très belle séance qui nous a montré que le progrès, comme toute activité humaine, est ambivalent. Merci pour l'invitation. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir finalement? Ce que j'ai retenu, parce que vous avez vu, nous avons des jeunes très dynamiques à la Sofcote et que nous sommes très fiers des jeunes orthopédistes. Ils sont dans les instances dirigeantes de la Sofcote, au bureau du CNP, il y a des jeunes orthopédistes. Ils participent à l'élaboration du congrès. On les écoute beaucoup et vous voyez qu'on peut en être très fiers. Et ils nous poussent dans nos retranchements et puis c'est bien. Moi, j'ai retenu que finalement, la prise en charge d'un patient, c'est pas que le bloc opératoire, c'est avant, après, pendant, et il faut quand même le rappeler, on le sait, mais c'est important, et finalement, la robotique intervient à ces trois niveaux. Et puis la deuxième chose, c'est que la chance que cela peut nous amener, c'est que la personnalisation du soin. Et c'est grâce à la robotique, au guide personnalisé, qu'on arrivera à avoir des soins beaucoup plus personnalisés qu'on avait peut-être nous de notre temps. Mais tout ça sur un coût, bien sûr, et ça, on ne le maîtrisera pas. En tout cas, merci beaucoup pour cette invitation et cette bonne après-midi.